Récompenser les gestes écolos plutôt que sanctionner les mauvaises habitudes, c'est une nouvelle tendance et c'est le sujet de notre rubrique Terre aujourd'hui. Une approche qui sort directement des laboratoires des sciences du comportement. On regarde ça en détail et en animation. Faire du sport au quotidien, recycler ses déchets ou encore respecter les limitations de vitesse sont autant de pratiques vécues comme des contraintes pour la plupart d'entre nous. Alors que se passerait-il si on passait par le jeu et l'amusement pour inciter au changement? Ce concept appelé gamification ou ludification est l'une des grandes tendances du moment. Issue des domaines du marketing et de la communication, et cette tendance débarque en Europe. Une série d'expériences menées en Suède a démontré l'intérêt du concept. Pour motiver les passants à faire un peu d'exercice, un escalier sous forme de piano est installé à la sortie du métro. Et ça fonctionne. Après le premier moment d'hésitation, ils sont 66% plus nombreux que d'habitude à emprunter l'escalier musicien aux dépens de l'escalator. Ici, c'est un radar un peu spécial qui est placé sur cette grande avenue de Stockholm. Au lieu de flasher les excès de vitesse, il prend en photo les véhicules qui respectent les limitations. Leurs conducteurs auront peut-être la chance de recevoir quelques jours plus tard un lot pour bonne conduite. C'est une bonne initiative, je respecte le code de la route et je gagne de l'argent, parfait. Pas sûr de gagner à tous les coups, mais l'espoir de récompense fait mouche et la vitesse moyenne sur cet axe a baissé de 22%. Pour Laurent Madelin, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université Lille 3, la clé du succès de la gamification se situe dans notre cerveau. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est donc qu'il y a des circuits de la récompense qui sont liés aux circuits dopaminergiques principalement. Et ces circuits de la récompense, ils vont être activés quand il y a un événement qui se produit et qui est désiré par l'organisme. Et donc ces circuits de la récompense, ils vont venir fixer le comportement qui a été émis précédemment. Le circuit de la récompense, qui favorise donc la répétition d'un comportement ou d'une action, est chez l'homme comme chez l'animal en étroite relation avec le siège du plaisir. Le siège du plaisir se trouve dans le cerveau. En son milieu, une région appelée aire tegmentale ventrale centralise les informations sur nos besoins fondamentaux. Selon le niveau de nos manques, elle libère un messager chimique nommé dopamine, chargé de communiquer l'information à une autre zone du cerveau dite noyau accumbens. Reliées, ces zones forment alors ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Son but est simple, combinant l'aiguillon du manque avec l'appât du plaisir, il nous pousse à répéter inlassablement les comportements indispensables à la survie individuelle. Appliquée aux éco-gestes, l'idée d'utiliser le jeu pour motiver le changement de comportement est plutôt prometteur. C'est le pari du recyclage ludique proposé par cette machine installée le temps d'une journée sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Non seulement cette machine récupère et trie gobelets, canettes et bouteilles en plastique, mais elle récompense le geste citoyen par un système de jackpot. Après avoir déposé le déchet, l'utilisateur peut tenter sa chance et gagner un lot. Ou rien du tout. Ah bah gagné. Et ben voilà. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre des bons de réduction ou des cadeaux, ou le fait de planter un arbre en Amazonie pour Pur Projet. Je vais faire un 2. Ah, bravo. Vous étiez au bout de la démarche, c'est bien. L'idée fédératrice et qui est extraordinaire à notre sens, c'est le fait d'associer un geste de tri à quelque chose d'un peu ludique. De dire à un moment donné, concilier, utile et agréable. Faire en sorte qu'effectivement, quand les gens font ce geste, qui n'est pas forcément toujours naturel, et ben à un moment, ils y trouvent une forme de plaisir qui n'est pas que le fait de s'inscrire dans quelque chose de citoyen, entre guillemets. Et en plus, on est même dans une démarche où on veut que les gens posent le déchet plutôt qu'ils le jettent, parce qu'on veut réellement valoriser le geste. Les déchets ont de la valeur, c'est potentiellement de la matière première de seconde génération, et on veut que les gens s'en rendent compte. Le public adhère et comprend bien la démarche. Je pense que c'est mieux l'approche par le jeu que par la répression, effectivement. C'est très sympa, quoi. Ça sollicite plus les gens à venir à poser son gobelet, sa canette et gagner quelque chose, voilà. Le domaine du recyclage n'est pas le seul à avoir besoin du coup de pouce de la gamification. 93% des Français sont préoccupés par les changements climatiques, mais ils ne sont qu'un tiers à utiliser un mode de transport écologique. Alexis n'est pas spécialement un militant vert. Pourtant, il ne circule plus jamais en voiture dans Paris et c'est à vélo qu'il se rend au travail. Pas seulement pour les bienfaits du sport,
car en roulant, Alexis reçoit une récompense sous forme de points cadeaux. À chaque fois que je prends le Vélib, je cumule des points qui, au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, me permet d'échanger avec des cadeaux ou des bons chez des partenaires. Le site internet qui gère les points s'appelle Cité Green. C'est une petite start-up qui veut sortir de l'écologie punitive et préfère miser sur le jeu pour changer le monde. Donc Cité Green a été créé avec comme vocation de réduire le bilan carbone des Français. Et donc de manière un peu cynique, finalement, on s'est dit que pour que les gens changent, il fallait les rémunérer. Aujourd'hui, 50 000 personnes se sont inscrites sur le site. Alexis, lui, s'est pris au jeu et fait partie des bons élèves. Je suis toujours deuxième au classement général. Donc ça, c'est bien. Je ne pense pas être premier, mais ça me va. Comme je suis joueur, je prends en compte les challenges, la façon de gagner les points pour peut-être modifier mes trajets pour avoir ces points-là, j'avoue. La gamification s'étend à d'autres domaines grâce à l'explosion du numérique. Déjà, 11 millions d'utilisateurs sont adeptes des jeux proposés par une grande marque de sport. Et le phénomène devrait se généraliser dans le monde du travail. On prévoit qu'une entreprise sur 2 devrait utiliser la gamification pour doper la motivation de ses salariés en 2015. Pour poursuivre notre réflexion sur la ludification, je suis maintenant en compagnie de Florent Morin. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes concepteur de jeux et spécialisé dans ce qu'on appelle les serious games, les jeux à vocation pédagogique qui facilitent l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que la ludification telle qu'elle est envisagée pour l'écologie est efficace? À court terme, j'ai l'impression que c'est efficace. Les gens aiment le côté ludique, on a bien vu sur le reportage, le fait de mettre son gobelet dans la machine et de voir si on a gagné. Ça, c'est quelque chose qui marche à court terme, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris les mécaniques de jeu? Ça veut dire qu'il faudrait mettre de la profondeur dans ces jeux, c'est ça? Mais je pense qu'en fait, l'important, c'est d'être honnête avec les joueurs. L'important, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de jouer. Ils ne sont pas en train de jouer pour gagner un café ou pour planter un arbre. Ils sont en train de jouer concrètement pour sauver la planète en recyclant. Si on veut que ça s'installe durablement et que les gens modifient leur comportement durablement, il faut qu'ils soient persuadés intimement que ça a un intérêt. Est-ce qu'il existe d'autres domaines de la vie courante où la ludification pourrait jouer un rôle? On voit de plus en plus, depuis environ les années 2000, le jeu prendre de plus en plus de place dans nos sociétés. On a vu par exemple l'armée américaine avoir recours à des jeux vidéo pour essayer de recruter des jeunes soldats. On a vu aussi les grandes entreprises utiliser le jeu pour la formation. Par exemple, ERDF, donc Électricité Réseau Distribution, l'EDF, devait former des employés qui avaient 30 ans de boutique, qui avaient l'impression de connaître complètement leur métier sur le bout des doigts. Si vous les mettez dans une salle de formation avec un jeune formateur d'une trentaine d'années... Le message aura peut-être du mal à passer. Aucune chance que ça passe, aucune chance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un prestataire de leur fabriquer un jeu dans lequel ces employés allaient pouvoir expérimenter par eux-mêmes, se mettre en situation et conduire des opérations de maintenance dans des zones très risquées. Et donc c'est en se trompant, en faisant des erreurs, qu'on leur disait « Ah bah t'as touché ce fil-là, super, il y avait 20 000 volts dedans, ça y est, t'es mort, t'as été électrocuté ». Donc le fait que ce soit complètement virtuel, dédramatisé complètement, ça permettait de déclencher la parole. Et là, il y avait un formateur qui ensuite pouvait venir et discuter des nouvelles normes de sécurité et améliorer donc l'efficacité sur le terrain de ces personnes. Alors si on peut faire émerger des comportements vertueux avec la ludification, j'imagine que le contraire est possible aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu un des problèmes de cette tendance, c'est que être un game designer, c'est être un petit peu totalitaire. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien, vous le récompensez. Ce qui n'est pas bien, vous le punissez. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est de quoi il faut se méfier. Il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Il faut être parfaitement honnête avec les gens sur ce qu'on leur propose comme expérience. Par exemple, j'ai en tête cette fameuse marque de boissons dont je tairai le nom, qui avait mis dans une gare une grosse boîte avec un écran. Et l'écran demandait aux gens de danser
Et si les gens dansaient bien, elle leur donnait une bouteille de boisson gratuitement. Donc pourquoi pas, très bien, sauf que là c'était danser, mais qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Est-ce que si on avait encouragé les gens à se mettre des bourre-pifs, est-ce qu'ils l'auraient fait? Voilà, le problème est là. Le problème c'est qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de danser, ils ne savaient pas quelle était la vraie logique derrière tout ça, ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés et que ça allait devenir un spot de pub pour faire la pub de la marque de boisson, etc. etc. Donc il manque dans cet exemple-là une forme d'honnêteté et d'éthique de la ludification. Tout à fait. À mon avis, là, on est vraiment sur la ligne fine qui sépare la manipulation du game design ludique. Florent, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Au revoir et bonne continuation sur ce chemin de la ludification. Et vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.